Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Le PDG de Colonial Pipeline explique pourquoi il a payé la rançon. Son action a suscité de nombreuses discussions pour savoir si elle avait plus pour effet d'encourager les pirates informatiques. Mais d'abord un point sur l'Oregon pour savoir s'il fait cession. Plusieurs comtés de l'Oregon votent pour envisager de rejoindre l'État de l'Idaho. Cela fait partie d'un mouvement visant à se détacher de l'État qui a longtemps été dominé par les politiciens de Portland. Les comtés ruraux de l'Oregon veulent rejoindre l'Idaho. Les électeurs de 5 comtés ont approuvé diverses mesures exigeant que les responsables du comté prennent des mesures pour étudier le déplacement de la frontière de l'Idaho vers l'ouest afin d'incorporer les comtés. Le groupe de base Move Oregon Border for the Great Idaho vise à ce que les comtés ruraux de l'Est rejoignent l'Idaho, car ils estiment qu'ils seraient mieux lotis avec des dirigeants plus conservateurs de l'Idaho. Le principal pétitionnaire, Mike McCarter, a déclaré dans un communiqué que cette élection prouve que l'Oregon rural veut sortir de l'Oregon, ajoutant que si l'Oregon croit vraiment aux valeurs libérales telles que l'autodétermination, la législature ne retiendra pas nos comtés captifs contre notre volonté. Si nous sommes autorisés à voter pour les représentants du gouvernement que nous voulons, nous devrions être autorisés à voter pour le gouvernement que nous voulons également. Et selon la déclaration, une moyenne d'environ 62% des électeurs sont favorables à cette mesure. 2 représentants de l'État républicain, Barbara Ehard et Judy Doyle, prévoient d'introduire une législation visant à déplacer la frontière Idaho-Oregon en janvier prochain. Cette proposition semble peu probable car elle nécessiterait un vote formel de l'Assemblée législative de l'Oregon contrôlée par les démocrates. L'accord devrait être ensuite ratifié par le Congrès américain. Alors, quelle est la réaction de l'Idaho? Le groupe Citizens for Great Idaho accueille favorablement la proposition, invitant les Orégoniens en écrivant sur sa page que l'Idaho a un taux d'imposition plus faible et un coût de vie plus bas. L'Idaho a récemment tenu une audience au cours de laquelle les législateurs de l'État ont réagi à la proposition. Les réactions ont été mitigées. La présidente de la commission de la Chambre des représentants, Barbara Ehard, de l'Idaho, une républicaine, a accueilli favorablement l'idée, déclarant que comme tout le monde s'installe en Idaho, je ne perds pas de vue l'ajout de la masse terrestre, de l'eau, des ressources, de l'agriculture, du bois. Il y a des choses attrayantes pour les habitants de l'Idaho, du moins selon moi, pour envisager cela. Fin de citation. L'un des législateurs les plus conservateurs de l'Idaho, le représentant républicain Ben Adams, s'est demandé pourquoi les législateurs de l'Oregon accepteraient ce plan. Alors, justement, comment est reçue actuellement cette proposition par l'État de l'Oregon? À quel point se battrait-il pour que cela se produise ou cela ne se produise pas? De manière générale, la plupart des États n'aiment pas perdre leurs ressources au profit de leurs voisins. Les citoyens de la grande région de l'Idaho sont d'accord pour dire que les chances ne sont pas élevées et ils ont écrit « mais c'est une chance qui vaut la peine d'être tentée ». Par exemple, le Kentucky a été créé à partir du territoire de la Virginie en 1792. Le Maine a été créé à partir du Massachusetts en 1820 et la Virginie occidentale a été admise aux États-Unis en 1863. C'est à ce moment-là que les États-Unis et comtés de l'Union se sont séparés des États confédérés pendant la guerre civile. Quant à la Constitution, sous l'article 4, section 3, il est déclaré que, je cite, « de nouveaux États peuvent être admis par le Congrès dans cette union, mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé dans la juridiction d'un autre État, et aucun État ne sera formé par la jonction de 2 ou plusieurs États ou parties d'États sans le consentement des législatures des États concernés ainsi que du Congrès. » Fin de citation. En d'autres termes, aucun État ne peut se séparer sans le consentement des 2 parties et du Congrès. Et passons maintenant au pipeline colonial et à la décision controversée du PDG de payer la rançon. Le directeur général Joseph Blount a confirmé que la société a payé 4,4 millions de dollars aux attaquants, le groupe de pirates connu sous le nom de Darkside. Il a reconnu que la décision était controversée dans une déclaration au Wall Street Journal en disant, je cite, « Je vais admettre que je n'étais pas à l'aise de voir l'argent sortir de la porte pour des gens comme ça, mais c'était la bonne chose à faire pour le pays. » Fin de citation.
Selon lui, l'oléoduc n'avait jamais été fermé depuis sa construction. Blunt a déclaré qu'il faudrait des mois de travail, de restauration et des millions de dollars pour récupérer certains systèmes qui ont été affectés par le piratage. Selon le GAO, le Government Accountability Office, l'attaque a mis en lumière des vulnérabilités auxquelles elle est confrontée, notamment par l'infrastructure énergétique de la nation. Ils disent que cette attaque démontre un besoin urgent de relever les défis de cybersécurité auxquels la nation est confrontée. Selon le New York Times, la fermeture des oléoducs ne pourrait durer que 3 à 5 jours, mais pas plus. Après cela, il y aurait des perturbations généralisées dans plusieurs secteurs, notamment les transports en commun, les usines chimiques, les raffineries, etc. Ces chiffres sont tirés d'un rapport confidentiel des départements de l'énergie et de la sécurité intérieure. Certains ont affirmé que le paiement encourage le groupe à commettre des actes similaires. Le chef de l'agence de cybersécurité du ministère de la Sécurité intérieure, DHS, a prévenu que d'autres cyberattaques pourraient bien se produire. Selon un message diffusé sur le canal russe OSINT de Telegram, DarkSide a perdu l'accès à ses serveurs. Le message indique également qu'une source extérieure inconnue a vidé le compte crypto-monnaie du groupe DarkSide. Et le groupe DarkSide a également déclaré qu'il mettait à disposition des outils de décryptage pour toutes les victimes qui ont été rançonnées mais qui n'ont pas encore payé. Et en parlant de la Russie et des pipelines, l'administration Biden lève les sanctions sur le pipeline russe Nord Stream 2. L'Allemagne a confirmé que les États-Unis ont levé les sanctions concernant le gazoduc Nord Stream 2, y compris la société d'État russe qui supervise le projet et son PDG. Ce projet controversé permet l'acheminement de gaz naturel supplémentaire de la Russie vers l'Allemagne. Le ministre allemand des Affaires étrangères se félicite de cette décision qu'il qualifie de démarche constructive. En effet, Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères, a dit, je cite, « Nous considérons qu'il s'agit d'une étape constructive dont nous sommes heureux de discuter plus avant avec nos partenaires à Washington. » Les partisans de ce projet affirment qu'il s'agit d'un investissement clé pour la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, mais ses détracteurs y voient un risque environnemental, géopolitique et sécuritaire. Les États-Unis affirment que le gazoduc augmentera la dépendance de l'Europe à l'égard de la Russie et qu'il mettra en danger la sécurité du continent. En effet, la Russie se serait immiscée dans les démocraties occidentales, aurait été agressive en Europe de l'Est et aurait soutenu le président syrien Bachar el-Assad. Le comté éditorial du Wall Street Journal qualifie la levée des sanctions de cadeau de Biden au président russe Vladimir Poutine. Le comité souligne une hypocrisie potentielle, à savoir que Biden a fermé le pipeline américain Keystone tout en donnant son feu vert au Nord Stream russe. Le conseil a écrit, je cite, « Biden traite un pipeline qui accroît l'influence et les revenus de la Russie mieux qu'un pipeline qui accroît ceux de l'Amérique. » Fin de citation. Donald Trump avait approuvé des sanctions contre toute entreprise qui aidait la société publique russe à terminer le pipeline, c'était en décembre 2019. Une source mercredi a déclaré à Reuters que l'examen du département d'État avait conclu que l'entreprise et son PDG avaient commis des infractions passibles de sanctions, mais qu'il était dans l'intérêt national des États-Unis de lever ces sanctions. Les États-Unis peuvent ainsi faire savoir à l'Allemagne qu'ils sont déterminés à renforcer leurs relations avec elle. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que les États-Unis sanctionneront les personnes à l'origine de la construction du gazoduc Nord Stream 2, mais renonceront à sanctionner la société, son PDG et ses dirigeants. Les sanctions antérieures avaient retardé le projet et mis en péril son achèvement. Aujourd'hui, la société affirme que le gazoduc est achevé à 95% et qu'il ne reste plus qu'environ 75 miles à parcourir. M. Blinken doit rencontrer son homologue russe pour la première fois mercredi. Le secrétaire d'État Blinken a rencontré le haut diplomate russe Sergei Lavrov en Islande. Il s'agit de la première rencontre en tête-à-tête entre les deux principaux diplomates des deux pays depuis l'entrée en fonction de Biden. Elle intervient dans un contexte d'escalade des tensions. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions russes juste avant la rencontre. Blinken dit que la partie américaine veut améliorer les relations. Il dit, je cite,
que nous cherchons une relation prévisible et stable avec la Russie. Nous pensons que c'est bon pour notre peuple, bon pour le peuple russe et même bon pour le monde. » Fin de citation. Il reconnaît également qu'il existe des points de désaccord. Ce n'est pas non plus un secret que nous avons nos différences, dit-il. Les États-Unis et la Russie se sont récemment opposés sur le plan diplomatique au sujet du renforcement militaire de la Russie à la frontière ukrainienne et dans l'Arctique. Et les États-Unis accusent la Russie de soutenir des pirates informatiques qui attaquent l'infrastructure informatique américaine. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux désaccords entre les deux pays. Ils ont récemment commencé à expulser leurs diplomates respectifs. Selon M. Blinken, il existe également de nombreux domaines dans lesquels ils peuvent coopérer. De son côté, Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, affirme que les deux parties voient le monde différemment. Il dit que nous avons de sérieuses différences dans l'évaluation de la situation internationale. Nous sommes prêts à discuter de toutes les questions, sans exception, mais sous la perception que la discussion sera honnête, avec les faits sur la table et bien sûr sur la base du respect mutuel. Fin de citation. Les relations personnelles entre Biden et le président Vladimir Poutine ont été glaciales récemment. Biden a traité Poutine de tueur et Poutine a répondu en défiant Biden dans un débat. M. Blinken dit espérer que sa rencontre amènera les deux pays à coopérer sur des questions mondiales importantes tout en continuant à travailler sur leurs différences. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.